Bonjour, bonjour à tous. Je suis ravie d'être parmi vous cet après-midi pour parler de la voix des employeurs territoriaux et plus particulièrement des maires et présidents d'employeurs. Et je voudrais saluer la présence de notre ministre, M. Gasbarian. Merci d'être avec nous cet après-midi pour échanger sur nos différents enjeux. Je voudrais aussi saluer, parce que je crois que c'est une première, et vous avez la chance, Monsieur le Ministre, d'avoir tout autour de vous l'ensemble des représentants au sein de la coordination des employeurs territoriaux. Je n'irai pas plus loin et je les présenterai tout à l'heure l'un après l'autre, mais je les remercie d'avoir aussi accepté d'être avec nous sur ce temps fort du Congrès pour la fonction publique territoriale. Vous le savez, à l'Association des maires de France, on essaye d'innover, nous osons, nous avançons, nous travaillons, et c'est ce qui vous est proposé aujourd'hui sur ce forum qui sera interactif, mais je n'en dis pas plus parce que vous l'avez vu, nous partageons cet après-midi la voix à deux, et c'est Johan qui va prendre la suite avec quelques mots aussi de bienvenue. Merci Muriel, bonjour à toutes et à tous. Johan Edelec, président du CNFPT. Donc avec Muriel, effectivement, nous allons co-animer cette séquence aujourd'hui au Congrès des maires. Et donc, puisque c'est nouveau, puisque c'est interactif, vous allez regarder les grands écrans, vous les avez sans doute déjà vus. Nous sommes 63 connectés, vous regardez en bas, alors selon que vous êtes d'un côté ou de l'autre, à droite ou à gauche, je suis désolé, n'y voyez pas du tout c'est transpartisan, c'est transpartisan, donc choisissez votre camp. 64 connectés, en tous les cas, vous pouvez scanner d'ores et déjà le QR code que vous voyez, et vous allez intervenir, vous allez participer directement avec nous sur toute une série de questions concernant vos vies locales, la fonction publique territoriale, comment ça se passe, des chiffres, des attentes, des besoins. Donc tout ça va être détaillé avec vous, mais on va vous laisser le temps, quelques secondes, pour scanner ce QR code et être prêt à participer. Vous voyez, Monsieur le Ministre, la fonction publique, c'est innover, y compris ici au Congrès des maires. Tout est bon pour tout le monde ? On peut rappeler effectivement qu'aujourd'hui, il s'agit de faire entendre la voix des maires et présidents employeurs et surtout, peut-être déjà, d'ores et déjà, nous présenter. Alors, ce forum est... J'ai été trop vite. Oui, tu as été trop vite, mais c'est pas grave. Et co-présidé parce que nous co-présidons ensemble avec Johan la commission FPT-RH de l'Association des maires de France. Donc nous serons aujourd'hui également vos animateurs parce que nous sommes tous deux élus locaux. Tu es adjoint à la ville de Brest et moi je suis maire de Lampertheim. Et vous le savez, les élus locaux sont capables de tout, d'anticiper, de s'adapter et aussi de gérer. Et c'est ce que nous voulions aussi vous proposer et vous dire aujourd'hui. Nous avons la chance, et je le rappelle, et je tiens... également à réitérer mes remerciements avec notre nouveau ministre de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l'action publique, parce qu'il n'y a pas que le versant FPT, il y a bien d'autres choses aussi. Donc, Monsieur le ministre, comme je vous l'ai dit de manière informelle, vous avez à loisir la possibilité de prendre la parole et d'intervenir, puisque l'objectif est évidemment d'échanger et de discuter. Mais voilà, vous nous connaissez, mais nous, on ne vous connaît pas. Donc, premier élément, d'où venez-vous ? Donc c'est maintenant que vous choisissez votre région. Ah, la Bretagne est surreprésentée. Non, je plaisante. Non, mais c'était pour vous faire réagir. T'es venu en bus, hein. Ah bah moi, je vois le Grand Est, mais je vois pas l'Alsace. Non, c'est juste pour montrer que la France, dans son ensemble, est représentée, qu'elle soit métropole ou d'outre-mer. Il n'y a que 54 personnes à avoir voté sur 86. Hein, donc peut-être que vous hésitez à savoir d'où vous venez. Je ne sais pas. Peut-être. Ça progresse. Vous inquiétez pas, on va rentrer dans le vif du sujet après. Mais l'idée, c'est de vous tester sur l'outil déjà. Monsieur le ministre veut déjà réagir. Allez, Monsieur le ministre. Oui,
Simplement, bonjour à toutes et à tous, très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Je ne voyais pas encore l'Eure-et-Loire apparaître, mais je profitais de l'instant pour saluer les élus d'Eure-et-Loire. Je vois une maire d'une commune de ma circonscription qui est présente. Et donc voilà, parmi toutes les belles régions qui sont représentées, il y a aussi l'Eure-et-Loire. Et très heureux d'être avec vous pour saluer tous les territoires. Merci. Rappelons que toutes les régions sont belles. Ah, donc il y a 100 connectés maintenant, 72. Bon. Parfait. On continue. Alors, sur les strates, donc on n'a pas les chiffres précédents sur les régions. C'était. Non, c'était juste le panorama. Ok, c'était juste le panorama. Donc, de quelle commune vous venez, la répartition en fonction de la strate, du nombre d'habitants. Très important aussi, la spécificité française, le nombre de petites communes en France par rapport aux grandes ou très grandes communes. Et puis, je regarde, où est Chantal Ganch. Elle est où, Chantal? Mais oui, les communes rurales aussi, qui sont très importantes aussi en France. Donc, c'est important de voir les participants. Là, 68 sur 103, vous avez voté, à savoir d'où vous venez. Alors, c'est presque le 4 quarts breton, quasiment. Hein, donc vous voyez, ça peut se... Voilà, ça s'équilibre. Tu influences. Oui, non, j'ai pas truqué les résultats. Absolument pas. Entre 5 000 et 20 000 habitants, 28%. Moins de 2 000 habitants, 26%. Donc c'est très important. Alors on peut simplement noter aussi que face à cette représentativité que vous nous notez aujourd'hui, elle ne correspond pas forcément effectivement à la situation de nos collectivités, puisque comme on l'a souligné, il y a quand même près de 30 000 communes qui aujourd'hui ont moins de 2 000 habitants. Pour autant, nous avons, selon les strates des collectivités, des enjeux communs que nous portons au sein de la coordination des employeurs, parce qu'effectivement, être employeurs territoriaux dans une commune de moins de 500 habitants, être employeurs territoriaux en région, en interco, en ville urbaine, en département, ce n'est pas forcément la même chose, mais pour autant, nous avons cette charge de pouvoir avoir une responsabilité et de mener des politiques publiques en matière de ressources humaines. Alors, question ensuite, pour savoir effectivement si vous savez combien aujourd'hui nous sommes d'employeurs territoriaux. Attention, hein. Pas d'agents, d'employeurs territoriaux. Il faut tenir compte des communes, des intercommunalités, des départements, des régions, des syndicats. Voilà, il y a plusieurs strates comme celle-là. CCS. Les établissements publics, il y en a quelques-uns. En fait, on est moins que ça. Hein. on aurait aimé être environ 45 000, mais on est moins que cela. On est près de 38 000 employeurs publics territoriaux, effectivement, répartis selon différentes strates. Rappelons que nous employons 1,9 million d'agents publics, donc ce n'est pas rien. Nous sommes le deuxième employeur public, et je pense que c'est important de le conforter avec, bien évidemment, principal employeur, les communes. Voilà pour ce panorama. On continue. Oui, on peut se féliciter, effectivement. Alors, si vous avez bien écouté Muriel, et on va voir si vous l'avez bien écouté, elle a vendu la mèche pour cette question. Voilà, c'est un test, c'est comme ça qu'il faut. Alors, combien d'agents territoriaux il y a? Ah, tout le monde t'a pas écouté, Muriel. Bon, on va aller assez vite parce que là, la réponse a été donnée. Donc, c'est 1,9 million d'agents territoriaux sur la France hexagonale et ultramarine. Voilà la photographie de ce que vous pouvez avoir sur le territoire national.
en fonction des strates, en fonction de types de collectivités. Mais ce chiffre est à retenir, mais Monsieur le ministre le connaît évidemment par cœur, 1,9 million d'agents territoriaux sur les 37 et quelques mille employeurs nationaux. Et connaissez-vous cette coordination des employeurs territoriaux? C'est bien, Chantal. On sent une hésitation quand même, hein? Philippe, il y a du travail encore. Alors évidemment, si on vous en parle, c'est qu'elle existe. Et je voudrais vous les présenter individuellement, si vous me le permettez. Il y a d'abord Philippe Laurent, qui est notre porte-parole de la coordination des employeurs territoriaux. Philippe, je pense que tu peux te lever, comme ça on t'identifie aussi. Alors après, dans l'ordre du diapo, hein, Olivier Richefou, au titre des départements de France, Sandrine Derville, au titre des régions de France, Thomas Fromentin, au titre des intercommunalités de France, Emmanuel Rousset, au titre de France urbaine. Nous avons Frédéric Macarez pour Ville-de-France, Igor Semo pour la PVF, Chantal Ganch pour la MRF, Johan et moi-même, Vincent Lemot pour la Fédération nationale des centres de gestion. Et voilà l'ensemble des associations d'élus et personnes associées, parce que nous avons aussi Françoise Descancrenier pour le FIP, Christophe Jacobi pour l'IRCANTEC, qui se réunissent de manière régulière pour échanger sur l'ensemble des problématiques FPT et RH, pour avoir des positions communes, pour travailler ensemble. Et je n'en dirai pas plus parce que tout cela va être développé au fur et à mesure. Alors, on s'est présenté, on a eu la cartographie nationale et maintenant les défis et les enjeux pour demain sur un sujet qui fait beaucoup causer, pardonnez-moi l'expression, hein, et dans les médias et au niveau actualité, bien sûr, sur la fonction publique et les enjeux de demain pour les maires employeurs. Donc on y va hein, sur ce sujet. Alors, est-ce que pour vous, la fonction publique territoriale a des problèmes d'attractivité? Donc, c'est pas oui ou non. C'est non, pas vraiment, oui, mais sans difficulté majeure, ou oui, vraiment des difficultés importantes. C'est parti. Je vous laisse quelques secondes. Là, ça progresse très vite, très vite, très vite. Bon, je crois qu'à ce stade, on peut considérer qu'effectivement, vous êtes une très large majorité, écrasante majorité, à considérer qu'il y a des enjeux sur l'attractivité. C'est quelque chose qui revient de manière donc récurrente sur les problématiques de recrutement, sur les besoins dans plusieurs domaines, et notamment des métiers dits en tension. Ce matin, on avait un atelier forum un peu plus loin sur les secrétaires généraux de mairie. Pas seulement, on a des difficultés sur les métiers liés à la comptabilité, les métiers liés aux services techniques, l'encadrement. Hein, donc toute une série de sujets. Donc oui, largement, la fonction publique territoriale connaît ces problèmes d'attractivité et il nous appartient collectivement au sein de la CET d'y répondre. Et est-ce que l'un ou l'autre de mes collègues je pense que de Philippe la CET, Laurent, Philippe, qui a fait le rapport sur les questions d'attractivité, peut allez, Philippe, en répondre et en échanger. Oui, merci Muriel, merci Johan. Oui, en effet, bonjour à toutes et à tous. En effet, le sujet qui a été mis en avant de manière importante ces dernières années, c'est la question de l'attractivité. Comment faire en sorte que nous puissions recruter pour assurer le service public du quotidien que nous assurons dans nos collectivités, dans nos communes, nos départements. Comment faire en sorte pour recruter les bons profils, pour recruter des personnes engagées, compétentes. Alors évidemment, ce sujet de l'attractivité, il a été d'autant plus fort que
dans l'état de l'emploi qui existait dans notre pays, je dis qui existait, enfin qui existe dans notre pays ces dernières années, eh bien les carrières territoriales sont apparues comme évidemment des carrières peu attractives. C'est lié aussi au fait qu'il y a eu un manque très important de communication, d'information sur ce qu'on peut faire dans une commune, dans une ville, sur la capacité de développement, sur la capacité de pouvoir mener une carrière attractive dans nos collectivités. Pour caricaturer, je dirais que pratiquement, pour rentrer dans une collectivité locale, pour passer les concours, il faut pratiquement avoir quelqu'un de sa famille qui y est déjà, parce que comme ça, on connaît un peu. Mais si on ne connaît pas, c'est très difficile. Donc nous avons une responsabilité très importante, nous, ensemble des employeurs territoriaux, à travailler dans cette communication auprès des collèges, des lycées, des universités. Ça, c'est un premier sujet. Puis un deuxième sujet, c'est évidemment la question de la rémunération. C'est la question de la rémunération. On a dans notre fonction publique territoriale 75% des agents de catégorie C avec des rémunérations qui sont comprises entre le SMIC et 1,2, 1,3 fois le SMIC. C'est donc des rémunérations faibles pour des métiers qui sont de plus en plus exigeants sur le plan à la fois des compétences et également exigeants sur le plan de la pénibilité. Donc il y a un travail très important que nous devons faire ensemble. Nous avons besoin pour cela d'un certain nombre d'évolutions de textes. Nous avons besoin aussi de moyens, parce qu'il ne peut pas y avoir naturellement de fonction publique attractive sans un minimum de moyens et sans surtout des moyens à la disposition des collectivités locales et à la responsabilité des collectivités territoriales. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas parler d'attractivité de fonction publique territoriale sans parler aussi de la responsabilisation fiscale des élus. On rejoint un autre débat qui est évidemment très important pour nous tous. Nous sommes employeurs, nous sommes aussi exécutifs locaux naturellement, et donc tous ces débats sont communs et ils sont liés. Voilà. En tout cas, les employeurs territoriaux ont manifesté à de nombreuses reprises, à toutes les reprises, à chaque fois qu'ils ont eu l'occasion de le faire, leur attachement au service public de proximité, au service public de terrain et à la capacité de faire remplir ces services publics par des agents publics territoriaux. C'est la raison pour laquelle cette question d'attractivité, pour laquelle j'en ai fait remis un rapport récemment, est une question absolument centrale que d'ailleurs le gouvernement a pris en compte ces dernières années. Mais ce n'est pas que le gouvernement, c'est aussi à nous, employeurs territoriaux, d'y travailler de manière importante. Merci beaucoup Philippe Laurent. Peut-être quelques réactions dans la salle, puisque on note quand même qu'à 85%, effectivement, vous considérez qu'il y a un problème d'activité. Monsieur Vassel. Oui, le sujet de l'attractivité, je partage totalement ce qui vient d'être exprimé par Philippe Laurent. La balle est à la fois dans le camp du niveau national que dans le camp du niveau local. Bon, on y travaille dans le cadre donc, des coordinations régionales des centres de gestion, mais il faut absolument que le niveau national s'en empare. Quand on parle du sujet de la rémunération, l'évolution des indices, l'évolution donc du financement dans la carrière, c'est de la responsabilité du niveau national. C'est pas nous qui décidons, puisqu'ils sont soumis à des grilles tarifaires. Donc c'était essentiellement important d'aller donc dans cette direction. Et je sais qu'il y a un travail qui a été effectué au niveau de la coordination des employeurs territoriaux sur le sujet de l'attractivité. J'étais ce matin à l'Assemblée générale de la Fédération nationale des centres de gestion. J'ai demandé au président Henriard qu'il y ait un groupe de travail qui se penche sur le sujet de l'attractivité, que l'on croise ensuite les informations qu'on peut recueillir du niveau local au niveau national en lien avec les employeurs territoriaux. Le sujet de l'attractivité, c'est un sujet extrêmement important, mais il va poser quand même un problème, mon cher Philippe Laurent. C'est bien de faire évoluer la rémunération, c'est bien de faire évoluer les indices. On a vu qu'on a revalorisé les salaires, même des agents de catégorie C, de plus 5%, mais encore faut-il que les finances de nos communes puissent suivre. Et ce n'est pas avec ce qui se prépare dans le cadre de la loi de finances actuelle qu'on va y parvenir. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un dialogue qui se fasse à deux niveaux. Le premier, c'est celui de dire au gouvernement, aidez-nous à améliorer l'attractivité, mais également, ne venez pas prendre dans la caisse de nos finances pour nous mettre à balle, sinon on n'y parviendra pas. Merci. Merci Philippe. Alors, la question de la rémunération, on va l'aborder tout à l'heure. On va pouvoir la préciser. Je pense qu'il y aura des éléments justement de contextualisation et d'avoir ce point de vue, s'il est partagé ou pas. Monsieur le ministre, est-ce que vous voulez une réaction peut-être par rapport à cette question d'attractivité ? Merci. Non, simplement pour vous dire que je partage bien évidemment le sentiment de la difficulté à attirer des talents et à recruter
en réalité dans toute la fonction publique. Bien sûr, dans la territoriale, je le constate dans mon territoire, en Eure-et-Loire, où de nombreux maires ouvrent des postes et ont des difficultés à recruter, voire même parfois sont en concurrence entre eux pour attirer des talents. Mais c'est aussi vrai à l'hôpital, où vous avez de nombreux postes qui restent vacants, alors que les postes sont ouverts. J'étais à Poissy la semaine dernière. L'hôpital de Poissy a vraiment du mal avec le recrutement de certains effectifs. Et même chose sur la fonction publique d'État. On a du mal à attirer. Donc la question de l'attractivité, c'est un sujet majeur. On l'a d'ailleurs, et on doit le mettre à l'ordre du jour de nos concertations ensemble avec les employeurs, y compris donc bien sûr les employeurs territoriaux, mais aussi avec les syndicats. Donc ça fait partie de l'agenda social que nous avons à mener avec eux. Et donc, il faut y travailler. Alors, il y a bien sûr la question des salaires, et on va rentrer sur la question des salaires. Moi, dans le contexte budgétaire, j'ai pris une décision qui est de ne pas augmenter le point d'indice. Bon, j'aurais pu. Ça a été fait dans le passé. À la fin des fins, c'est vous qui le payez d'ailleurs quand il y a une augmentation du point d'indice au niveau national. Donc moi, j'ai pris la décision de ne pas augmenter le point d'indice. Pas simple comme décision, parce que du coup, je me fais engueuler de toutes parts. Fait engueuler de la part de ceux qui attendaient une augmentation du point d'indice et manifestement aussi de ceux qui disent vous avez qu'à augmenter le point d'indice, par contre il faut que les moyens suivent. Donc moi j'ai pris des décisions qui effectivement évitent de vous recharger avec des coûts supplémentaires qui pèsent sur vos finances publiques. Donc pas de point d'indice en plus. La JPA, c'est la même chose, vous avez un certain nombre de vos employés territoriaux qui étaient éligibles à la JPA, et j'ai décidé de ne pas la verser cette année. Mais je considère qu'on doit travailler sur l'attractivité avec notamment la question des grilles. Je pense qu'on doit aborder la question de l'évolution et de la refonte des grilles au sein de la fonction publique. Et de la même manière, je pense que sur l'attractivité, il y a d'autres leviers que le salaire qui sont aussi notamment le logement. Peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, je l'espère en tout cas, mais vous avez un certain nombre d'entre vous qui sont dans des zones frontalières, dans des zones touristiques, dans des zones urbaines sur lesquelles le logement est très compliqué. Donc attirer des employés territoriaux, attirer des gens de qualité quand on n'a pas de logement ou quand le logement représente une part significative du pouvoir d'achat, c'est très compliqué. Donc on a des mesures et on a un travail à faire pour inciter les différents opérateurs et les différents employeurs à investir dans le logement, faire un peu mieux le lien entre le boulot et le logement pour pouvoir avoir une plus-value en termes d'attractivité et en termes de fidélisation des équipes. Donc on y travaille avec des initiatives qui sont en cours, mais c'est un sujet global, l'attractivité. C'est le salaire, c'est les primes, c'est le logement, c'est plein de choses qui viennent faire en sorte qu'on a envie de travailler dans la fonction publique, qu'on s'engage dans la fonction publique et qu'on candidate, qu'on recrute et qu'on reste, bien sûr, une fois qu'on y est, dans la fonction publique. Donc je vous rejoins dans ce combat et dans ce constat, bien sûr, qu'on a besoin de travailler sur l'attractivité de la fonction publique et notamment, bien sûr, de la fonction publique territoriale. Merci, Monsieur le Ministre. Moi, je pense qu'effectivement, je reprendrai les propos de Monsieur Vassel. Nous sommes deux acteurs à travailler aujourd'hui en matière d'attractivité de la fonction publique territoriale. Il y a les employeurs territoriaux qui ont fait des propositions, les employeurs territoriaux qui essayent de trouver des priorités justement dans le cadre de l'attractivité, parce que attirer aujourd'hui, ce n'est pas simplement recruter, c'est aussi fidéliser, vous l'avez à juste titre rappelé, et c'est un sujet majeur puisque nous avons de plus en plus de métiers en tension, nous avons de plus de mal à recruter, notamment sur des métiers techniques. On a parlé des secrétaires généraux de mairie, mais je pense aussi aux métiers en charge de l'urbanisme, je pense aux métiers en charge des finances, je pense aussi aux nouvelles obligations qui sont les nôtres. On en parlait tout à l'heure avec Thomas sur la question des GEMAPI, ça ne s'invente pas non plus. On a aussi besoin de recruter des policiers municipaux, et tout cela pour attirer effectivement votre principal levier, c'est celui d'ailleurs qui ressort de ton rapport, cher Philippe, c'est agir sur les leviers de rémunération. Effectivement, aujourd'hui, le point d'indice, vous l'avez rappelé, Monsieur le Ministre, ne dépend pas des employeurs, c'est une décision de l'État. Nous avons sollicité d'ailleurs dans le cadre de la coordination une négociation dans ce cadre-là, c'est-à-dire savoir si nous l'augmentons ou pas, puisqu'à chaque fois ça apparaît dans nos budgets au mois de juillet et c'est un difficile équilibre pour les collectivités de pouvoir réajuster en fonction. Est-ce qu'il y a un intérêt ou pas? En tout cas, nous on dit que oui, et effectivement ça rejoint la question des moyens financiers. Je pense que ça sera aussi au cœur des débats comme ça l'est au cœur du sujet du Congrès, et je pense qu'on a besoin effectivement de travailler sur cette question de rémunération qui est un élément moteur en matière d'attractivité. Alors on voit quand même que le dernier c'est améliorer le recrutement avec la question effectivement de la communication, de la visibilité. 240 métiers, je le rappelle, dans la fonction publique territoriale. Donc c'est tout le travail de la marque employeur
que vous, chers collègues, vous mettez en place sur vos communes. C'est aussi peut-être une visibilité de la fonction publique territoriale. On en parlait en tout cas tout à l'heure à midi. C'est comment donner l'envie aujourd'hui de continuer à venir travailler dans les collectivités et peut-être aussi donner du sens au métier que font aujourd'hui nos agents publics. Et donc, on est allé vite. Et donc, on va parler effectivement du sujet prégnant. Merci d'avoir fait la transition et la rémunération. Quel est aujourd'hui, en fait, cet équilibre qu'il va falloir trouver entre la dégradation de nos recettes et la juste rémunération que l'on doit à nos agents publics dans leur ensemble, face à leurs responsabilités, face à leur métier, face à leur technicité. Comment aujourd'hui trouver un juste milieu? Et je vais laisser Johan poser la question. Eh bien voilà, vous avez, on vient de parler de rémunération, d'attractivité par la rémunération. C'est un sujet, Monsieur le ministre a répondu avec les éléments suite au questionnement. Vous avez là maintenant la possibilité de donner, ça va très vite, très vite, avant d'avoir le chiffre moyen du salaire que vous estimez, vous allez donner la réponse que vous imaginez sur le salaire moyen net pour les communes. Donc vous voyez, 1800, la médiane, 1800, ça bouge peu. « 74 sur 127. » Donc le salaire médian net est de 2021 euros et vous avez à l'instant donc le salaire moyen dans la fonction publique avec la différence entre les femmes et les hommes, bien sûr, et également la différence avec les différentes fonctions publiques dont on a parlé, les trois versants de la fonction publique, territoriale, d'État et l'hospitalière. Donc sur ce sujet de rémunération, Muriel Fabre l'a dit, la CET s'était plutôt positionnée sur une réouverture des négociations. Vous avez là pris la décision de ne pas aller sur ce sujet du point d'indice. C'est vrai que c'était un sujet qui était attendu, toute obédience politique confondue, si effectivement cela est a pour conséquence l'évolution du budget lié aux ressources humaines dans nos collectivités. Cependant, et on l'a vu tout à l'heure dans les réponses, une majorité importante d'élus considèrent, même si c'est un coût complémentaire pour le budget, qu'il faut aller sur une évolution de la rémunération pour avoir cette capacité à fidéliser et à dire, comme le disait Muriel tout à l'heure, avoir la capacité à dire venez travailler dans la fonction publique, capacité de carrière, 240 métiers dans la fonction publique territoriale. On peut mixer sa vie privée et sa vie professionnelle dans les meilleures conditions. On peut avoir une évolution de carrière assez phénoménale. On a le sens, parce que tu l'as dit Muriel, les valeurs du service public. Pourquoi on est dans une mairie, pourquoi on est dans un département ou une région ou une intercommunalité. On rend un service aux millions de Français. On travaille à tous les échelons. Je me permettrai juste de souligner aussi l'attractivité qui peut se décliner, Monsieur le ministre, parce que c'est important et on aura peut-être l'occasion de le voir cet après-midi, sur l'apprentissage. L'apprentissage qui est un moyen, un levier important pour mettre le pied à l'étrier des plus jeunes, mais pas que, pour leur dire venez dans la fonction publique territoriale. Donc voilà, vous avez les chiffres de la réalité, de nos chiffres, septembre 2024, donc c'est quelque chose d'assez récent. Oui, effectivement. Je peux me permettre de rebondir bien sûr, Monsieur le ministre. Juste, si on voit la différence, je voudrais apporter des facteurs explicatifs sur la différence entre les différentes fonctions publiques. C'est la part probablement des catégories C à l'intérieur de la territoriale qui sont plus importantes, parce que je crois que vous êtes plus de 75% des territoriaux sont des catégories C. Dans la fonction publique au global, c'est 42%. Donc c'est un des facteurs explicatifs qui peut expliquer que les rémunérations ne soient pas les mêmes d'une fonction publique à l'autre, et c'est tout à fait exact. Juste rebondir à nouveau sur la rémunération, puisque vous l'avez évoqué, je le redis, moi personnellement j'ai conscience qu'on est dans un enjeu budgétaire très important pour notre pays et que j'ai le devoir en tant que ministre de faire des économies et de réduire les dépenses. Et je le redis, c'est pas simple.
C'est pas simple parce que ça n'est pas forcément dans notre tradition politique historique, parce que vous ne faites pas plaisir quand vous faites des économies et quand vous augmentez pas les dépenses. J'aurais pu, dans la situation dans laquelle on est, dire bah, écoutez, je fais fi des contraintes budgétaires, tant pis. J'augmente le point d'indice, j'augmente les primes, je prends des décisions qui sont d'ailleurs payées par d'autres, c'est-à-dire vous-même et tous les employeurs territoriaux, et j'achète la paix sociale dans un contexte où on doit faire des efforts budgétaires, mais je renonce à les faire. Je n'ai pas fait ce choix politique. Et je vous avoue qu'il n'est pas simple, mais je l'assume parfaitement et je l'accepte parfaitement. Je sais que du coup, ça génère des tensions, des frustrations, de la contestation également. Mais je pense qu'on ne peut pas appeler à la responsabilité budgétaire ou être responsable budgétairement et augmenter de la même manière les bases, les indices, les JPA, comme s'il n'y avait aucun sujet budgétaire. Et je ne voudrais pas, moi en tout cas, je ne sais pas pour vous, mais je ne voudrais pas me retrouver dans la situation, dans quelques mois, où que je sois, où que soit le gouvernement, à me dire, tu étais en position de prendre des décisions, parfois pas faciles, mais tu as décidé, par manque de courage, de te faire plaisir, d'acheter la paix sociale, de ne pas prendre des décisions budgétaires ou de les faire payer par d'autres. Et voilà où on en est. Et vous voyez qu'il y a en plus des commissions d'enquête, etc., qui sont montées après coup pour dire comment explique-t-on des déficits, comment explique-t-on qu'on soit dans cette situation financière. Je ne veux pas me retrouver dans quelques temps à me dire, tu avais les clés du camion, tu as décidé de revaloriser comme si de rien n'était, on t'a applaudi, et voilà dans la situation budgétaire dans laquelle on est. Donc je sais que tout le monde est dans une situation de difficulté budgétaire. Vous l'êtes, bien sûr. Je sais que c'est très dur pour les communes. Ça allait dans mon territoire rural. Moi, j'ai plein de communes qui galèrent avec leurs frais de fonctionnement, avec des projets d'investissement qui sont parfois bloqués, sur lesquels ils ont envie de faire plus. Mais je considère qu'on est dans le même bateau. Et je considère que moi, en tant que ministre, mon devoir, c'est de faire des efforts budgétaires au maximum pour préserver la santé financière de notre pays à l'avenir. Et si je pense on pouvait tous ensemble se réjouir de faire des économies et de réussir à baisser les dépenses, eh bien, je pense qu'on n'aurait peut-être pas autant de problèmes budgétaires que ce qu'on peut avoir aujourd'hui. Mais je pense que c'est un enjeu qu'on doit partager collectivement ensemble. Mais il n'y a pas dans cette salle, d'un côté, le méchant ministre qui ne veut pas augmenter le point d'indice, et les gentils qui voudraient l'augmenter et qui disent bah, augmentez-le et on le payera bien ensuite, on se débrouillera pour le payer. On est ensemble dans une même contrainte, on est dans le même pays, on fait nation, et on a besoin ensemble de partager cette contrainte. En tout cas, je vous la donne en vérité. Et j'assume de prendre des décisions parfois un peu difficiles, c'est vrai. Monsieur le ministre, si vous me permettez, quand vous dites que nous sommes dans le même bateau, je pense qu'il y a quand même une différence aujourd'hui majeure entre les comptes publics de l'État et les comptes des collectivités. Ça, c'est un premier point d'achoppement aujourd'hui que nous avons. Pour autant, moi je l'ai rappelé encore tout à l'heure, si on a besoin de collectivités fortes, on a aussi besoin d'un État fort. La difficulté qui est la vôtre, que l'on a d'ailleurs répété à l'envi à vos prédécesseurs, c'est qu'en tant que ministre de la fonction publique, vous êtes à l'origine des normes pour la fonction publique. Mais il y a dans cette fonction publique 3 employeurs. L'État, les hôpitaux et les employeurs territoriaux. Donc il vous appartient de décider, bien évidemment. Mais ce que nous avons toujours sollicité, ce que nous demandons, et ce qui a été fait avec Philippe Florent, avec la coordination des employeurs, c'est un dialogue. Un dialogue pour que si nous allons sur le même bateau. Et si nous voulons aller dans la même direction, il faut qu'on en échange. Aujourd'hui, vous l'avez compris, nous sommes dans une situation avec injonction contradictoire. Injonction de la part de nos agents sur lequel nous devons recruter. Je dis bien recruter, parce qu'aujourd'hui, il y a des postes non pourvus. Ça a été encore rappelé, je crois que c'est par Sandrine. Nous avons besoin de les payer justement. Et je ne dis pas grassement, parce qu'effectivement, il y a aussi cette question aujourd'hui de la mauvaise gestion des collectivités qui emploient trop et mal. J'aimerais qu'on déforme aussi cette vision des collectivités aujourd'hui. Nous agissons en tant qu'employeurs responsables et nous essayons de faire au mieux pour nos agents. Et effectivement, aujourd'hui, un contexte de dette et de déficit public sur lequel on dirait que la responsabilité et les solutions pèseraient sur les collectivités. Non, je sais bien, mais c'est le contexte dans lequel je veux entendre. Donc, nous, on n'a jamais été dans la boucle décisionnelle de savoir s'il fallait ou pas augmenter ce point d'indice. On comprend évidemment que d'un point de vue de l'État et d'un point de vue des comptes de l'État, il est nécessaire d'avoir des solutions. Est-ce que ça doit être cette politique publique, là, en tout cas, en tant que gestionnaire de ressources humaines, elle vous appartient.
Aujourd'hui, nous, on est juste devant le fait accompli. C'est cela aujourd'hui que l'on veut dire, alors que nous avons besoin effectivement de recruter, alors qu'effectivement notre salaire moyen n'est pas le plus élevé non plus, et alors que vous l'avez rappelé, nous avons 60% de catégorie C, dont les métiers sont aujourd'hui difficiles, en usure professionnelle, et on le sait, sous-payés. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est effectivement l'ensemble aujourd'hui du diagnostic qui est fait. Je sais que la situation n'est pas simple, elle est complexe, mais il faut travailler de manière collaborative comme on le fait pour justement trouver les solutions les plus pertinentes et les plus adaptées. C'est effectivement le regret du côté unilatéral pour démarrer votre fonction de dire je prends la décision de ne pas augmenter le point d'indice. Ce n'est pas l'ADN du fonctionnement de la CET, ce n'est pas l'ADN des employeurs. La discussion, quitte à aboutir à la conclusion de dire on ne va pas le faire, mais on commence le jeu en disant les règles, elles sont fixées et il n'y aura pas d'augmentation du point d'indice. C'est un débat qui aurait dû exister, qui aurait dû avoir, en ayant conscience des contraintes budgétaires, comme l'a rappelé Muriel Fabre. Mais véritablement, l'ADN de la CET, c'est cet échange, c'est ce constat de la volonté, en tous les cas, d'aboutir à des décisions qui sont les plus consensuelles possibles. Et une des propositions était effectivement, d'ailleurs vous l'avez partagé tout à l'heure, monsieur le ministre, c'est la question du tassement de grille. Et aujourd'hui, force est de constater que la différence de salaire entre une catégorie C et une catégorie B, eh bien, est-ce qu'elle est haute ou faible ? 25 €, effectivement. D'où l'intérêt d'avoir une réflexion aussi sur l'échelonnement de grilles indiciaires beaucoup plus large et permettre aussi une progression du coup rythmée et pas seulement en augmentation du point d'indice. La rémunération, toujours, les freins que vous rencontrez. On vient de les évoquer pour beaucoup. Les règles juridiques, les moyens financiers. Alors, vous avez le droit d'intervenir les uns les autres, hein. On l'a fait tout à l'heure. C'est toujours intéressant d'avoir votre opinion, votre retour, notamment sur les règles juridiques. Les moyens financiers, on en a bien conscience. On vient de l'évoquer. Les deux, très bien. Mais sur les règles juridiques, c'est aussi important d'avoir votre retour là-dessus. Qui souhaite éventuellement prendre la parole dans la salle? Alors, je vais prendre le micro. C'est bon, merci. Merci beaucoup. Bonjour Monsieur le Ministre, de la Verne, Châteaubourg, Ille-et-Vilaine. D'abord, merci d'être là, parce que vous êtes la cible de toutes nos attaques, et beaucoup à votre place auraient certainement pris la fuite. Donc merci. Mais puisque nous parlons rémunération... On sait accueillir, ça va. On parle souvent des catégories C, à juste titre, et les catégories C, premier grade, premier échelon, sont bien en deçà. Cette grille-là place bien en deçà du SMIC la rémunération. Et donc pendant 2 ans, à minima, leur rémunération n'évolue pas. Et ça, c'est un vrai sujet, et j'aimerais bien que vous apportiez une réponse à cela, quitte à refondre les grilles, mais on est confronté vraiment à une problématique là. Merci. Merci déjà de vous remercier pour votre bienveillance, en tout cas. Et il n'y a aucun problème. Enfin, je sais que je suis la cible d'attaque de tous les côtés, mais c'est pas ça qui m'empêche d'avancer. Voilà, je suis là pour une mission. J'essaie de le faire du mieux que je peux. Et je suis ravi de pouvoir échanger avec vous, y compris quand parfois on n'est pas d'accord. Et ça fait partie aussi de notre force et de notre vitalité démocratique. Vous avez entièrement raison sur vos attentes vis-à-vis des grilles. C'est pour ça que même si sur le point d'indice, on va pas revenir dessus, j'ai pris cette décision-là, sur la question des grilles, j'aimerais, et dans la concertation, dans le dialogue, dans l'échange avec les employeurs territoriaux, pouvoir avancer sur la refonte des grilles. Parce que ce que vous notez là, ça fait partie des multiples dysfonctionnements qu'on peut avoir pour donner un peu de dynamisme aux carrières, pour donner des perspectives d'évolution, pour permettre de se dire je m'engage, je reste
je continue parce que j'ai des perspectives d'augmentation à la clé, et il y a des dysfonctionnements au sein de la grille. Et je souscris à votre diagnostic. C'est pour ça que je propose aux employeurs territoriaux, tout comme je propose aux organisations syndicales, qu'on puisse travailler sur une refonte et une évolution des grilles. Ça fait partie des sujets que je souhaite mettre à l'ordre du jour de l'agenda social, dans le dialogue et dans la concertation. Donc je prends le point. Voilà. Et je trouve intéressant aussi, parce que de voir un peu les freins que vous voyez. Donc il y a des freins, vous dites, au niveau juridique. Donc je serais intéressant avec ceux qui ont éventuellement... Enfin, oui, voilà, ça serait intéressant ceux qui ont dit qu'il y avait des blocages juridiques. On a parlé des moyens financiers. N'hésitez pas à prendre la parole sur cet aspect éléments juridique qui vous empêchent d'avancer. Donc c'est pas une question forcément que de moyens et des deux. Et est-ce que je peux avoir un peu votre sentiment sur les blocages, les carcans, le manque de flexibilité qui vous empêche parfois, au-delà des questions des moyens, d'avancer? Je trouve que c'est utile dans un contexte où on essaye de simplifier, de flexibiliser, de donner un peu plus de liberté. Madame va intervenir sur l'aspect juridique peut-être. Bonjour chers collègues. Moi, je vais mettre peut-être un peu les pieds dans le plat et dire des choses qu'en tout cas, en tant que petite commune rurale, je vois et que je constate auprès de mes différents confrères et consoeurs. C'est indépendamment des moyens financiers où on s'accorde tous à dire que toute commune, et surtout une petite commune rurale, est forcément extrêmement limitée pour pouvoir recruter, si bien que ce sont les élus qui font le travail et les bénévoles, en grande partie, d'où l'importance des rares et quelques agents qui peuvent nous aider. Donc il y a bien évidemment la question des moyens financiers, mais il y a aussi les règles juridiques, dans lesquelles il y a les règles juridiques qui sont complexes, mais aussi quelque chose qu'il n'est pas très bien vu d'aborder, à savoir qu'on a aussi des difficultés liées à des absences, à de l'absentéisme, à un taux que l'on retrouve finalement peut-être tous dans nos communes. On a au moins 1 ou 2 salariés qui, de manière récurrente, sont absents. Et on n'a aucun moyen. On n'a aucun levier aussi pour motiver les extraordinaires agents qui travaillent pour 4 et pour faire parfois la différence avec ceux qui sont des poids lourds que l'on traîne et qui nous coûtent affreusement cher. Donc c'est toujours très délicat à aborder parce que l'on doit aborder notre part de responsabilité. Est-ce qu'on les a motivés, etc., etc. Mais dans la vraie vie, c'est comme ça. C'est l'être humain qui veut ça. Il y a un taux d'individus qui sont là et qui sont des poids lourds que l'on porte à la cheville et que l'on ne sait pas gérer. Donc dans les règles juridiques, on se retrouve, et je pense ne pas être la seule, beaucoup de petites communes, à essayer de trouver le contrat de sorte à ne pas s'engager tout en s'engageant, tout en le respectant, parce qu'on a peur et parce que financièrement, on porte une charge énorme qui pèse sur les fabuleux salariés que l'on a, à leur détriment, à cause de certains qui ne sont pas du tout motivés et qui n'ont pas envie de travailler. Voilà. J'en profite, le temps que le micro circule, peut-être, pour juste remercier Madame pour son propos. Plein de vérité, je constate beaucoup de choses similaires à ce que vous dites dans les propos que j'entends chez les maires, en tout cas de ma circonscription. Et il y a 3 sujets que vous évoquez dans votre intervention. Il y a le premier, celui de la question des absences pour arrêt maladie. Bon, je ne vais pas refaire l'actualité, mais j'ai suffisamment parlé du sujet pour parler de la question du nombre de jours d'absence et du plan de lutte contre l'absentéisme que j'ai souhaité mettre en œuvre, avec à la fois des mesures sur les jours de carence, sur la baisse de prise en charge, mais aussi des mesures sur l'amélioration des conditions de travail des agents, la débureaucratisation pour les agents. Et je considère comme vous que l'absence et l'absentéisme en réalité pénalisent en priorité ceux qui d'ailleurs restent et travaillent. Quand vous avez dans vos cantines une absence répétée au sein d'un service, qui se prend la charge de travail? Ceux qui restent. Et parfois même les élus, c'est-à-dire que vous-même dans les communes rurales, vous allez à la cantine donner un coup de main parce qu'il y a de l'absence. Donc le sujet de l'absence dans la fonction publique, moi j'ai souhaité ne pas en faire un tabou. Mettre le sujet sur la table comme exactement vous venez de le faire, Madame. Et je suis heureux de pouvoir avoir des maires qui s'expriment sur le sujet pour signaler que oui, c'est un sujet qu'il ne faut pas faire dans la stigmatisation, sur lequel il ne faut pas stigmatiser les gens, mais sur lequel on ne peut pas ne pas agir. Premier sujet. Deuxième, vous avez dit la question des primes au mérite, si je vous suis, c'est-à-dire de dire est-ce qu'à un moment on peut valoriser les agents qui s'engagent, qui prennent des responsabilités,
Là aussi, je sais que ça fait partie des tabous. Et comme vous n'avez pas de tabou, vous l'avez évoqué. Ben, je souhaite qu'avec les employeurs territoriaux, dans la concertation et avec les organisations syndicales, on puisse aborder la question de la latitude qu'on peut vous donner si vous voulez à un moment valoriser ceux qui s'engagent et ceux qui prennent des responsabilités. Et après, le dernier point que vous avez cité, c'est celui de se dire quand il y a un dysfonctionnement, une insuffisance grave dans le service et que je fais face à un agent qui sont une extrême minorité. C'est l'écrasante majorité des agents qui bossent dans vos communes. Ils sont admirables, ils s'engagent matin, midi et soir, week-end, ils comptent pas leurs heures, ils sont avec vous. Mais il peut arriver d'avoir des bien de le préciser. Eh ben, je le redis, mais vous savez, même si je le redis à chaque fois, certains veulent me coller une image comme quoi je ne le reconnaîtrai pas. Mais c'est pas grave, je le redirai à chaque intervention. Donc oui, l'immense majorité des agents s'engagent avec passion, avec engagement. Vous les saluez, je les salue, on les salue ensemble. Mais il peut arriver des problèmes où vous avez dans une organisation, bah oui, une insuffisance et vous savez pas la gérer. Et donc cette question aussi du départ pour insuffisance, eh bien je pense que ça doit être à l'ordre du jour de notre agenda social, parce que les problèmes, il ne faut pas les mettre sous les tapis. Et quand vous faites remonter du terrain ces sujets-là, il faut pouvoir les aborder de façon apaisée, sans mettre de tabou. Vincent, oui. Le mot. Oui, les centres de gestion sont en principe dans chaque département là pour accompagner l'employeur public, le maire, le président d'intercommunalité, lorsqu'il est face à des difficultés de management dans ses équipes. Donc on peut considérer d'un point de vue national, que notre pays est organisé de telle manière que les élus, le maire d'une petite commune comme d'une grande commune en taille ou en masse salariale, si je peux dire ainsi les choses, peut être accompagné. Donc le maire, en principe, ne doit pas être démuni dans sa fonction d'employeur public. Et effectivement, ça me choque d'entendre que des maires aujourd'hui sont obligés de faire à la place d'eux un travail parce qu'il y aurait un arrêt maladie, il y aurait une difficulté au titre d'ambiance dans le travail entre collègues, alors même qu'il y a des outils qui existent. Et il y a plusieurs outils. L'employeur a une fonction d'autorité. Et si l'agent commet des erreurs, il peut être appelé à l'ordre. Et c'est toute la logique de l'évaluation permanente des agents, parce que tous les ans, le maire, moi je suis maire d'une commune, on passe effectivement des évaluations et on rappelle le cadre dans lequel le fonctionnaire doit intervenir. Donc quand il y a un rappel à la loi, à l'ordre par le maire, normalement on doit respecter la parole du maire, de là ou du maire. Donc ça c'est un premier élément, l'évaluation. Deuxièmement, les centres de gestion, je sais que ce n'est pas une mission obligatoire, mais de plus en plus doivent rentrer dans la matière de la médecine professionnelle, la médecine préventive. C'est la difficulté de l'attractivité, certes, des médecins dans notre pays, notamment lorsqu'on a un problème effectivement de santé déjà, mais même dans la fonction de médecine préventive, on a du mal. Il faut engager de plus en plus dans la fonction employeur des moyens dans les centres de gestion pour pouvoir accompagner dans l'organisation de services, l'étude organisationnelle, et ce sont normalement des missions qui doivent être assurées par les centres de gestion. Et il y avait un élément, un troisième élément que je voulais apporter pour être rassurant. Oui, lorsqu'on arrive au bout d'une logique avec un agent, il y a la sanction disciplinaire. Elle existe et ça fonctionne. Et ça fonctionne. Moi, tous les mois, au centre de gestion des Côtes-d'Armor, avec le président du tribunal administratif, il y a des sanctions et il y a des révocations. J'ai révoqué, au mois d'août dernier, 2 agents en Côtes-d'Armor parce que, effectivement, ils avaient commis des fautes lourdes et ils sont aujourd'hui, effectivement, sans emploi, ils sont en reconversion professionnelle. Donc, il existe un certain nombre d'outils déjà pour pouvoir assurer l'autorité de l'employeur. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas, je pense, faire attention effectivement à ne pas dire qu'il n'existe pas des choses. Nous, ce qu'on demande dans les centres de gestion, c'est beaucoup plus de simplification. Et je pense qu'il y aura des sujets tout à l'heure sur lesquels on pourra venir pour simplifier, notamment au titre des concours, au titre de la carrière. Merci. Je pense que c'est extrêmement important ce que tu viens de dire, Vincent. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un mécanisme dans certains employeurs territoriaux de se dire que tout est rigide, tout est fixé. Je voudrais simplement rappeler que le statut ne garantit pas la protection de l'agent, il garantit le service public. Qu'il y a au sein de ce statut des outils pour mettre en œuvre, en fait, des éléments tels que vous le sollicitez, en fait, ma chère collègue. Peut-être pas suffisant.
Et sur la question de la valorisation des agents talentueux, c'est tout le travail que nous avons mis en œuvre et souhaité dans le cadre de la coordination. C'est justement cette dichotomie aujourd'hui entre indice et prime. C'est d'avoir aussi le levier de la prime. Le RIFSEP, je le rappelle, il devait servir aussi d'outil de mobilisation et de mérite, de reconnaissance de la valeur du travail. Et ça, c'est important pour les employeurs territoriaux. Je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin de nouvelles choses. Il faut comprendre aujourd'hui ce qui fonctionne et surtout ce qui ne fonctionne pas pour l'améliorer. C'est cela l'élément. Sur la question de l'absentéisme, évidemment, monsieur le ministre, entre attractivité et absentéisme, nous on parle d'attractivité, vous l'avez bien compris, parce qu'on a besoin d'agents. Et effectivement, la question de l'absentéisme, aujourd'hui, vous l'avez mise comme une mesure d'économie, principalement, me semble-t-il. Force est de constater qu'il y a de l'absentéisme aussi dans nos collectivités, ça a été dit. Il y a aussi des leviers financiers qui existent dans ce cadre-là. Je rappelle qu'il y a la possibilité de ne pas mettre en place la prime quand un agent est malade. C'est aussi une possibilité, c'est aussi un levier dans ce cadre-là. Et considérons d'abord que si les agents sont en arrêt, c'est parce qu'ils sont malades. Ensuite, je pense qu'il est important, au-delà de la question de l'absentéisme, c'est de comprendre pourquoi on a aujourd'hui ce taux d'absentéisme qui d'ailleurs est légèrement quand même inférieur aux éléments dont on a pu voir la presse s'en saisir. C'est aussi une question, et vous l'avez rappelé, monsieur le ministre, à juste titre, la question des catégories C, de métiers. On a parlé des ATSEM, on a parlé des agents techniques, etc. Donc il y a un sujet aussi, bien sûr, là-dessus. Nous ne serons peut-être pas d'accord sur toutes les solutions proposées, mais en tout cas, nous avons aussi fait des propositions dans ce cadre-là, parce que c'est aussi un coût pour la collectivité, et nous souhaitons nous en saisir. Ce n'est peut-être pas la première priorité pour les employeurs, mais il y a cette question aujourd'hui dans nos collectivités qui n'est pas forcément primordiale. En tout cas, moi, dans ma collectivité, je n'ai pas un souci majeur d'absentéisme que je dois, je dirais, pour mettre en place en fait une politique de lutte. Et n'oublions pas aussi que si les agents sont en arrêt, c'est parce qu'ils ont été destinataire d'un arrêt maladie. Donc la solution, à mon sens, elle est beaucoup plus large que uniquement effectivement la question des délais de carence. L'autre point, je pense qu'effectivement, vous parliez d'équilibre financier et d'impact financier sur les collectivités. Dans le cadre du secteur privé, puisqu'on s'en inspire, il y a des outils très intéressants. D'ailleurs, le C2P en tant qu'outil de prévention de l'usure professionnelle est à notre sens un outil privé extrêmement intéressant à mettre en œuvre dans la fonction publique. Par contre, aujourd'hui, force est de constater que dans le privé, il y a des conventions collectives et des prises en compte pour ces jours de carence. Dans la fonction publique, à un moment donné, ça risque de revenir aussi. Je pense que c'est intéressant d'en échanger, d'en discuter, d'en débattre, de voir effectivement, comme vous l'avez dit, nos points d'achoppement ou nos points de convergence. Mais aujourd'hui, nous, ce qui nous anime aujourd'hui dans les enjeux à venir, c'est comment derrière on arrive à fidéliser. Vous le voyez, on veut augmenter nos agents. On n'y arrive pas. Il y a d'autres éléments aussi. Il y a les questions de parcours professionnel, de mobilité, de formation. Et si on en regarde, les employeurs territoriaux veulent bien augmenter, mais par contre ne sont pas prêts à mettre un élément de leur budget dans ce cadre-là. Il y avait 0 tout à l'heure, donc je vois qu'il y a quand même 2%. Il y a quand même des gens qui se disent je vais peut-être arriver à trouver quelques billes. Je le mets en parallèle, pardonnez-moi aussi, sur les questions des indemnités d'élus, où nombre d'élus ne se payent pas, notamment dans les communes rurales, parce que ça leur revient trop cher. Et je pense que voilà, c'est un vrai sujet. Je suis contente qu'on puisse en débattre et de poser nos éléments de divergence aussi, pour que demain on puisse trouver des solutions. Je pense que c'est surtout ça qui nous importe. Et on va peut-être partir sur les autres suites, sauf si vous voulez. Pour aller dans votre sens sur le fait que le sujet est global, bien sûr, et vous avez mis en place dans beaucoup de communes des innovations pour améliorer les conditions de travail, améliorer le bonheur au travail et fidéliser les agents. J'étais la semaine dernière à la mairie de Poissy. Et il se trouve que là-bas, ils ont mis en place plein de choses sur le sport pour les agents, réserver du temps au sein de la semaine pour qu'ils puissent avoir accès à des cours collectifs sur le temps de travail, parce que c'est pas facile de le faire le soir ou le week-end avec la famille, mais pour pouvoir faire du sport, ça a eu un impact sur les conditions de forme physique et de bonheur des agents. Ils ont réussi à réduire l'absence comme ça. Ils ont mis en place aussi l'accueil des animaux de compagnie pour des personnes qui souhaitaient venir avec leur animal au sein du bureau pour mettre un peu de peps et un peu de bonheur au sein de la collectivité. Je ne fais que décrire des choses qu'ils ont mis en place, eux, librement, sans injonction de l'État, sans qu'on leur dise quoi faire, sans règles qui viennent d'en haut. Et ils ont testé, ils ont dit on va tester des choses, on va voir si ça améliore les choses. Il se trouve que ça a permis de limiter l'absentéisme, ça a permis de fidéliser les agents.
Et ça a permis d'améliorer les conditions de travail. Donc moi, je suis sûr que dans la salle, vous êtes tous pleins à avoir des idées et à avoir expérimenté dans vos collectivités des choses pour améliorer les conditions de vie des agents, que ça a un impact sur leur fonctionnement, que ça permet même de réduire l'absence. Et j'ai jamais prétendu que le jour de carence, par magie, allait tout faire baisser et que c'était la seule et unique mesure. C'est un plan global qu'on a lancé. Et ce plan global, il dépend largement des actions que vous pouvez mettre et qu'on peut mettre à tous les échelons en tant qu'employeur public pour améliorer les conditions de travail, les conditions de vie des agents. J'en suis totalement convaincu. Donc je vous rejoins sur cette nécessité-là d'améliorer les conditions de travail des agents. Bien, là il y a maintenant le recrutement dans la fonction publique, recrutement parce que départ en retraite, recrutement parce que création de nouveaux services. Quel type d'agents recrutez-vous en priorité? C'est très important, donc vous avez plusieurs réponses, fonctionnaires, contractuels, apprentis, on pourrait en parler. Donc vous allez progressivement remplir tout cela, sachant qu'il y a ce débat, en tout cas cette réalité, avec la part du nombre de contractuels dans la fonction publique qui progresse. Donc cela interroge aussi. Le statut, comme cela a été rappelé, est là pour défendre l'esprit public de notre pays, non pas le fonctionnaire en tant que tel, mais le fonctionnaire a un statut. On a fêté son anniversaire il n'y a pas très longtemps, l'année dernière. Le fonctionnaire est aussi une sécurité pour la collectivité, une sécurité en cas d'alternance politique aussi, hein, dans une collectivité, quelle qu'elle soit. Mais le type d'agent que vous recrutez en priorité, c'est contractuel, a priori à 55%. Alors, la CET a eu l'occasion hein, de se prononcer là-dessus. On est sollicité également par vous-même hein, dans ce cadre-là. L'idée est toujours de favoriser les recrutements pour des fonctionnaires titulaires de la fonction publique. Mais parfois, on le voit, nous n'arrivons pas. Alors, vous allez me dire, c'est le chat qui se mord la queue. On n'arrive pas à trouver des métiers parce que les compétences, parce que l'attractivité, on l'a vu. Je prends l'exemple, Muriel, du CNFPT, où tous les trimestres, au conseil d'administration, nous repassons des délibérations pour ouvrir aux contractuels, puisque nous n'arrivons pas à dispenser ces postes-là avec des titulaires de la fonction publique. Je pense à des métiers de l'informatique, mais pas que, hein. Dans les collectivités, on les a évoqués tout à l'heure sur les services techniques ou autres. Je prends un autre exemple typique. À Brest, on a créé un DU sur les métiers de la comptabilité pour justement favoriser l'attractivité. Mais le privé paye 30% plus cher que la fonction publique. Donc sur l'attractivité, ça pose aussi un souci, même si la volonté est d'aller vers des titulaires de la fonction publique, il y a cette réalité par rapport aux contractuels. Donc c'est pas sans conséquence, les contractuels non plus, pour celles et ceux qui sont embauchés, pour leur déroulement de carrière et pour leur retraite. Donc si ça peut être attractif sur le moment et facile sur le moment présent, il y a aussi les conséquences pour la suite et la suite de l'évolution de carrière. Mais peut-être que des collègues de la CET peuvent intervenir. Je ne sais pas, Emmanuel ou Thomas. Oui, peut-être. Allô, oui. Donc effectivement, peut-être profiter là de cette question pour intervenir et peut-être pour dire dans des mots simples que faut pas penser que la coordination des employeurs territoriaux, on serait des espèces de gardiens du temple, hein, qui consisterait qu'il faut que rien ne change. Bien au contraire. Quand on voit effectivement ce sondage qui consiste à dire qu'effectivement on a plutôt tendance à recruter des contractuels, c'est aussi parce qu'effectivement le statut a sans doute besoin d'évoluer. Et effectivement à l'intérieur de la contribution qu'on a élaborée tous ensemble, collectivement, avec, je le dis aussi, hein, des sensibilités politiques différentes les uns les autres, hein, il faut dire aussi les choses. Et effectivement on est arrivé à ce constat que si on doit défendre le statut, et on pense qu'il faut défendre le statut parce qu'il y a un enjeu d'intérêt général derrière, il faut que le statut puisse évoluer. On cite souvent l'exemple caricatural du fait qu'une infirmière passe 5 ans à obtenir son diplôme, l'État lui certifie qu'elle est bien infirmière et elle doit quand même repasser un concours pour pouvoir être infirmière à l'intérieur de la fonction publique territoriale. Alors ce n'est pas les employeurs territoriaux qui ont demandé cette espèce de surcroît de normes, hein. Donc ça c'est vrai qu'on serait assez demandeur, hein, du fait que ça soit un peu simplifié. Donc effectivement c'est parce qu'on croit dans cette fonction publique qu'on pense
pense aussi qu'il doit pouvoir y avoir des avancées, mais je me permets de le redire ici. Ces avancées, elles seront comprises, on sera tous gagnants, 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 parce qu'elles se feront dans le dialogue social. Dans le dialogue social avec les syndicats, dans le dialogue social avec les employeurs territoriaux. Je suis désolé de faire un tout petit retour, mais par rapport à la baisse d'indemnisation à 90% dont vous avez parlé, on a vu tout à l'heure que c'est nous, les employeurs territoriaux, qui avons majoritairement des catégories C. Quand on a une baisse d'indemnisation pour des catégories A, ils vont l'absorber. Des catégories C, quand on est à 1 400 € par mois, avoir 200 € de baisse, ça ne va pas être facile. Et vers qui vont-ils se retourner pour que ce soit compensé dans le cadre de la prévoyance? Vers nous. Et donc vers nos budgets qui allons devoir absorber cela. Je nous mets en garde sur cette mauvaise mécanique qui ferait que la solidarité nationale ferait quelques économies et que les collectivités territoriales, elles, seraient obligées de payer par ailleurs. Attention. Merci Thomas. Merci Thomas. Alors, je pense que vous l'avez vu. Alors, nous, ça ne nous surprend pas. Hein. Vous le voyez, la répartition 2023, c'est légèrement moins de contractuels que ce qui est ressorti dans la salle. Mais cela ne nous surprend pas. Et pourquoi vous recrutez des contractuels et non pas des statutaires? Voilà la question que nous vous posons. Quelles sont vos raisons, mesdames, messieurs? Donc on est quand même sur l'absence pour l'instant majoritaire de candidats titulaires. Donc la question est pourquoi ces candidats titulaires n'existent pas. Il y a quelque chose d'assez intéressant, c'est la recherche des compétences et des profils de candidats particuliers. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Je pense aussi à certains contrats qui ont permis de le faire dans ce cadre-là. Je suis en train de chercher le nom, donc si quelqu'un peut me souffler. Les contrats de projet, merci beaucoup Emmanuel, qui était une des solutions proposées dans ce cadre-là, qui n'avait pas forcément un succès particulier d'ailleurs. Faciliter, accélérer les process de recrutement, ça c'est pour vous, Monsieur le Ministre, une simplification. Et de la souplesse dans la gestion des effectifs, ça aussi c'est un vrai sujet. Effectivement, ça rejoint ce que disait Thomas sur la simplification dans notre statut. Qu'est-ce qui aujourd'hui va nous permettre d'être plus réactifs sur notre qualité d'employeur dans la démarche de recrutement? Je profite juste le temps que le sondage arrive à son terme pour dire que le sujet que vous avez évoqué sur les concours qu'on doit repasser alors qu'on a été formé, qu'on a le diplôme, ça fait partie des sujets qu'on a dans le viseur avec l'équipe. Donc on va essayer de simplifier les choses sur cette question. Merci de votre retour terrain. Et je note dans le sondage précédent qu'il y avait une demande de flexibilité qui était aussi pas négligeable. Vous avez quand même 1 personne sur 3 dans la salle qui a répondu que c'était un enjeu aussi de flexibilité. Donc il faut savoir entendre le besoin de souplesse que certains élus peuvent évoquer sur le sujet. Oui, bien sûr. C'est intéressant votre sondage. Hein. Vos sondages on apprend des choses, vraiment. C'est pour ça qu'on l'a fait, monsieur. Très bon format, je me permets, bravo. Merci. L'idée, c'était effectivement de partager et de voir si, au-delà de la coordination, des éléments sont partagés par l'ensemble. Je crois qu'il y avait Frédéric qui voulait intervenir aussi, peu particulièrement sur la question du recrutement. Donc contractuel, on parle aussi de l'évolution des question concours. va peut-être un peu trop vite pour la suivante, en fait. Je ne sais pas comment, mais on n'a pas encore fini d'aborder le sujet complètement. Donc, vas-y. On n'a pas de son. Voilà, je crois que c'est bien. Les deux sujets sont un peu liés. Alors, c'est vrai que les choses ont bougé très vite sur les questions de recrutement.
sociétalement, parce que aujourd'hui, on a été un peu surpris aussi de voir qu'un certain nombre de personnes n'étaient pas intéressées par le statut de fonctionnaire. Et donc, c'est un défi pour les employeurs et pour la coordination également, puisque on voit des personnes qui viennent vers nous souhaitant des CDI, mais qui ne voient plus le statut comme quelque chose d'intéressant également. Donc ça interroge fortement. La technicité et l'évolution des métiers de la fonction publique, avec les transitions écologiques, nouveaux sujets qui arrivent, interrogent également, puisque ce sont vraiment des nouveaux métiers qui demandent des compétences particulières. Et donc, sans dévoyer, mais effectivement sur la question des concours, et ça a été aussi un peu dit tout à l'heure, l'accès aux concours, la manière dont ils s'organisent aujourd'hui, les personnes qui peuvent être intéressées, est à regarder également, puisqu'il y a sans doute beaucoup plus d'ouverture à opérer. Et au niveau de la coordination, donc un certain nombre d'idées aussi sont venues pour essayer de dépoussiérer un peu les choses et de faire vivre les concours bien dans notre temps. Eh bien, les concours, parlons-en. Hein. Donc, vous êtes 93% des personnes ayant répondu à la question à dire qu'il faut faire évoluer les concours. C'était un sujet ce matin à l'occasion de la rencontre pour les secrétaires généraux de mairie. Il faut coller au temps. Nous sommes en 2024, donc les concours doivent évoluer en fonction des besoins et des spécificités, des évolutions classiques. Et allez-y maintenant, votez sur les pistes à étudier pour réformer les concours de la fonction publique territoriale. Quels que soient les concours, ceux qui sont organisés par les centres de gestion, ceux qui sont organisés pour les A+, par le CNFPT notamment, et l'INET travaille là-dessus. Mais vous pouvez y aller sur les pistes à étudier. Vous voyez, ce qui se détache, professionnaliser les épreuves. C'est du concret, c'est la demande que vous nous demandez, que vous faites remonter, qui sont des éléments qui nous sont remontés par ailleurs. De toute façon, pour l'AMF, c'est professionnaliser, coller au plus proche du terrain, aux réalités. Le concours de 2024, ce n'est pas le concours du début des années 2000 et inversement. Donc on doit s'adapter continuellement. Donc c'est un travail que l'on souhaite engager. Alors, je ne parle pas pour les centres de gestion, même si je suis président d'un CDG, mais pour le CNFPT, pour les A+, c'est vrai que mon objectif, moi, c'est de travailler avec l'INET pour faire évoluer ces concours différemment, les rendre beaucoup plus professionnels, comme je l'ai dit, et de coller beaucoup plus aux réalités. Madame, on va vous passer le micro. Annick Hamel, maire d'Écrone, en Eure-et-Loire, une petite commune. Ma secrétaire de mairie vient de passer le concours d'adjoint administratif principal 2e classe pour pouvoir être stagiairisée. Elle a eu une moyenne de 15,60, n'a pas été reçue. Alors que sa collègue, qui l'a passé sur le centre de gestion de la Petite Couronne, 13,80, a été reçue. Comment on explique ça ? Oui, ce sont des différences qui... Alors, je ne vais pas parler pour les centres de gestion, je ne peux pas avoir trop de casquettes. Est-ce que voilà, Vincent, tu veux dire un mot ? Ah, c'est la France. Elle est belle, la France. Dans sa diversité. Non, mais sérieusement, parce que ça fait... Oui. Avec effectivement l'organisation des concours en fonction des besoins qui sont exprimés effectivement par les employeurs territoriaux qui doivent rendre tous les ans un fameux questionnaire pour dire quels sont les emplois qui sont à pourvoir ou qui ne sont pas pourvus. Donc là, il y a un gros travail à faire de la part des collègues maires. Et il faudrait que tous les collègues maires rendent bien compte à monsieur le préfet tous les ans, donc via les centres de gestion, de cette nécessité. Ou alors il faut simplifier les choses. Monsieur le ministre. Voilà. Donc simplifier les choses, c'est le travail effectivement de ce que l'on fait avec les centres de gestion de France et dans la coordination. C'est de faire en sorte, effectivement, de revoir les métiers qui ont besoin de concours et ceux qui n'ont pas besoin de concours. Et clairement, un musicien, comme on le disait à l'instant, un infirmier, un aide-soignant, est-ce qu'ils ont besoin de repasser un concours ? Là, l'exemple du secrétaire général de mairie, c'est vraiment secrétaire général de mairie. Donc, elle a un nouveau statut devant elle. Et donc, voilà. Donc, normalement, ça va être vu sous cet angle-là. Mais, effectivement...
il y a des outils qui sont intéressants comme les concours sur titre, avec un comité de sélection qui peut être mis au niveau départemental et qui va permettre effectivement de reconnaître les qualités et les compétences de l'agent. Il y a une autre nécessité aussi, et Yohann Nedderek l'a dit, c'est professionnaliser les épreuves, c'est-à-dire qu'il faut donner aux candidats les moyens de s'exprimer sur des matières vraies, c'est-à-dire qu'on va rencontrer tous les jours dans son travail, dans son métier là en l'occurrence de secrétaire de mairie ou d'agent en général. Là, ce qui manque effectivement aujourd'hui dans ce concours départementaux ou interrégionaux, c'est effectivement cette lecture nationale qui est vraiment nécessaire à un moment donné pour pouvoir être dans l'équité de traitement. Mais il n'y a pas de volonté effectivement de disqualifier. Ce sont effectivement des évolutions qui sont à faire pour pouvoir, comme vous disait Monsieur le Ministre tout à l'heure, d'avoir une réponse égalitaire ou du moins juste sur le plan national. Mais c'est l'histoire. Regardez, c'est un agent qui a 12 ans de fonction publique dans un établissement scolaire. Elle était contractuelle. Je l'embauche contractuelle. Je ne peux pas la titulariser. Donc, pour devenir secrétaire général, il faut passer par la stagiairisation ou le concours. Elle passe le concours. Elle a une meilleure note que toutes ses copines qui sont en formation avec elle parce qu'elles l'ont passé ailleurs. Elle est pas reçue. Pour lui expliquer ça, accroche-toi. Donc, je l'ai repassé adjoint administratif tout court pour la faire stagiaire. Dans un an, elle sera titulaire. Et par la filière normale, avec ses 12 ans d'ancienneté dans la fonction publique, elle redeviendra secrétaire générale. On perd juste 2 ans. Mais bon, c'est pas drôle. Philippe. Oui, juste peut-être un mot pour revenir un peu aux origines et rappeler vraiment cette originalité de la fonction publique territoriale en France qui a été mise en place donc, par la loi de 84. En fait, c'est un système qui a un équilibre très subtil, qui permet à la fois de garantir la liberté de nomination par chacun des employeurs, pas comme l'État. Là, nous, c'est chacun des employeurs a la liberté de nomination, mais en même temps qui permet à l'agent fonctionnaire de pouvoir mener une carrière en mutant d'une collectivité à une autre et donc en voyant une diversité de situations et donc à développer sa carrière dans une espèce d'immense ensemble. Et cet équilibre, il est très subtil. Pour l'instant, nous avons réussi, parce qu'il y a eu beaucoup de réformes, y compris sur les concours, etc., on a réussi à préserver ça. Si nous allons trop vers une fonction publique, enfin, de métier, on va perdre ça. Donc c'est un choix, on peut le faire, c'est pas le sujet. Mais c'est un choix. Donc il y a un vrai débat de fond à avoir là-dessus, entre nous. C'est d'abord l'affaire des employeurs territoriaux, mais c'est un vrai débat de fond et que nous devrons mener ensemble au sein de la coordination notamment. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu des propositions de la CET en matière d'accès. Donc, au-delà de la question contractuelle et statutaire sur lequel on s'est bien évidemment penché, mais toutes les propositions et les axes qui vous ont été proposés, ce sont aussi des solutions qui nous semblent pertinentes parce qu'il n'y a pas une solution, mais bien une complémentarité en fait de propositions d'accès aujourd'hui à la fonction publique territoriale. Elle passe par le contrat aussi, et on ne l'a jamais dit, mais on peut aussi imaginer en fait de basculer vers le statut, non pas par une CDIsation qui, on le sait, conduit à terme à avoir 2 carrières spécifiques au sein de la fonction publique et avoir aujourd'hui des éléments qui divergent et en tout cas qui commencent à créer des freins, parce que ce n'est pas ce qu'on cherche non plus. Donc de se dire que notamment le dispositif Pacte qui avait disparu. On pense que ça peut être une solution aussi d'intégration. On pense effectivement au concours sur titre, c'est-à-dire simplifier le concours quand cela est possible. Thomas, tu as donné le bon exemple dans ce cadre-là. Il y a évidemment la professionnalisation, c'est-à-dire adapter les concours aujourd'hui au métier. Et je pense que ça, c'est une réponse aussi. Donc tout cela aujourd'hui est posé sur la table dans notre contribution. Et je pense qu'il y a matière à ce qu'on améliore, plutôt que de parler de simplification aussi, d'améliorer en fait le dispositif pour que on ait les agents qui soient en face. Je pense que c'est extrêmement important de l'avoir à l'esprit. Et puis un des leviers aussi de recrutement, mais pas que, c'est aussi un accompagnement dans un emploi, c'est l'apprentissage. Et je pense que Yohann va en parler. Merci Muriel. L'apprentissage, on va passer immédiatement parce que le temps passe vite et qu'à 16h nous devons avoir terminé
le facteur, pour celles et ceux qui sont concernés, le facteur le plus important dans votre politique de recrutement des apprentis. Je rappelle que la précédente cohorte de demandes d'apprentis, c'était 21 000. 21 000 demandes en France pour avoir des apprentis. Petite, moyenne, grande collectivité, 21 000 demandes. Donc c'est qu'il y a des besoins. Et c'est une réponse potentielle, pas unique, à l'attractivité de la fonction publique. Hélas, Monsieur le Ministre, la décision qui a été prise conjointement par France Compétences et par le gouvernement de ne plus financer les contrats d'apprentissage nous pose de sérieux problèmes, d'autant que je pense que nous, les employeurs, ne comprenons pas trop le fonctionnement, en tout cas la décision qui vise à financer l'apprentissage dans le privé et de ne plus financer l'apprentissage dans le public. Les 21 000 dont je viens de parler, ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est une réalité avec des insatisfactions, on en parle beaucoup, des mécontentements de la part d'entre vous qui, vis-à-vis du CNFPT, qui considéraient qu'on ne répond pas à la demande, on ne répond pas aux besoins. Cependant, les besoins sont là, les chiffres, vous les avez, 10 700 apprentis dans la fonction publique territoriale en 2022, je viens de le rappeler, hein, les financements de l'État, 15 millions d'euros, c'est terminé, financement de France Compétences, les 15 millions d'euros, c'est terminé. 10 millions d'euros pour le CNFPT, en réalité, c'est 13 millions d'euros du budget général de l'établissement que nous mettons pour financer ces apprentis. Et bien sûr, le 01 qui a été créé pour spécifiquement l'apprentissage. Donc, alors je ne sais pas, est-ce qu'on peut peut-être revenir, je ne sais pas, sur la précédente slide pour voir quels étaient les... Voilà, merci beaucoup. Hein, donc les besoins, ce qui animait votre décision, donc le cofinancement de la formation d'apprentissage, d'accord. La capacité de votre commune à accompagner les jeunes, ok. Et être dans une démarche de pré-recrutement. Vous voyez, le numéro 3, c'est peut-être pas la priorité, là, en tous les cas, mais c'est une voie d'accès sur le recrutement, l'attractivité et d'avoir justement des personnes qui ont été formées dans la collectivité. Donc, l'apprentissage, c'est bien. L'apprentissage, il y a des besoins. J'ai donné les chiffres. J'espère avoir l'occasion, Monsieur le Ministre, de vous convaincre qu'il faudra revenir sur cette décision de ne pas financer l'apprentissage public, mais surtout d'avoir l'explication de pourquoi l'apprentissage privé et pas l'apprentissage public. C'est même pas un avis, c'est juste avoir une compréhension de pourquoi le privé et pas le public. Parce que ça nous met dans une grande difficulté financière pour accompagner les collectivités qui en ont grandement besoin. Est-ce qu'il y a des réactions sur l'apprentissage? Alors, on nous dit... Oui, alors... C'est bon. Olivier, alors on nous dit qu'on doit accélérer le programme. Ouais, c'est à 15h45, c'est pas 16, désolé. Juste un mot sur l'apprentissage pour dire qu'effectivement, je prends l'exemple des départements, on a de nombreux métiers comme dans les communes qui s'y adaptent très bien. Moi, j'observe aussi qu'au-delà des questions de financement que tu as raison de poser, les 3/4 des apprentis conformes, on les perd après. Voilà. Et donc il faut vraiment qu'on trouve un système pour qu'il y ait une voie particulière pour les intégrer, sinon ça décourage vraiment tous ceux qui donnent beaucoup d'énergie pour les former. Les organisations syndicales nous sollicitent d'ailleurs à ce titre pour avoir le suivi, la traçabilité, j'ai envie de dire, savoir s'ils restent dans les collectivités. Et la réalité est celle que tu décris. Alors, on le voit, parler de fonction publique territoriale, ça demande du temps. Moi, ce que je vous propose, c'est de passer directement sur la question de la formation. Donc, on a 3 questions à vous poser. Donc, plutôt que d'intervenir à chaque fois, on va vous poser les 3 questions avec un temps relativement rapide de vos réponses. On analysera ça de la manière la plus efficace possible. Avant de parler des conditions de travail. Bien, alors rapidement, parce que le temps passe, acquérir des compétences, anticiper les transitions, c'est un axe fort dans la formation, les transitions. On voit cependant que dans votre vote en direct, là, c'est surtout acquérir des compétences, évidemment, des compétences pour rendre un service le plus utile aux usagers. C'est une formation, j'ai envie de dire, le CNFPT, c'est l'école de la fonction publique, et c'est une école tout au long de la vie pour apprendre aux agents à se former et à s'adapter aussi en fonction des différents métiers. On n'a pas posé la question si le CNFPT était essentiel, mais je pense que du coup...
Mais parce que tu l'évoques, on aurait pu mettre la question. On aurait pu mettre la question, est-ce que le CNFPT est essentiel aux collectivités, quelles qu'elles soient? Alors, on pourrait faire l'applaudimètre aussi, je ne sais pas, mais on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Non. Est-ce que c'est un levier essentiel dans la gestion de vos agents? Ok, c'est très clair, 90% oui, c'est un levier essentiel et c'est heureux et ça vient valider, Muriel, ce que l'on dit, oui, le CNFPT, oui, la formation est essentielle à la bonne marche de nos collectivités. Donc là, on va passer assez vite, hein, c'est des chiffres importants, mais c'est assez, on est limité dans le temps. Ça, Vincent Lemot en a parlé tout à l'heure aussi, des entretiens d'évaluation. L'entretien professionnel vise évidemment à faire le bilan, mais c'est aussi voir ce que l'agent souhaite pour progresser, pour s'améliorer, pour se projeter dans sa carrière. Ce n'est pas quelque chose de rébarbatif, c'est quelque chose qui doit être positif et qui doit répondre vraiment aux attentes des agents. Excusez-moi, est-ce que je peux me permettre ministre. Bien sûr, monsieur le ministre, quand vous voulez. Comme ça fait 1h30 que je suis attendu dans un autre endroit, il va falloir que je vous quitte malheureusement. Mais il y avait une dernière question que vous avez dans les quiz à la toute fin qui concerne la prévoyance, qui est une attente importante. Emmanuel. Sur lequel, voilà, juste si je peux me permettre, si on peut avoir juste, parce que je voudrais aborder juste le sujet. Allez-y. Non, allez-y, justement, il y aura la réponse après. Allez-y. Non, alors en effet, Emmanuel Rousset, on a porté avec les employeurs territoriaux, dans le cadre du dialogue social, un premier accord collectif. En 2023. Voilà, en 2023, dont on attend la transposition. Et je ne sais pas si les maires le connaissent, que déjà à partir du 1er janvier 2025, il va être obligatoire de participer financièrement à la prévoyance de ces agents. Et puis, on espère la transcription parce que c'est important. La prévoyance, c'est dans un panel de réponses autour des enjeux de prévention. On a aussi le fonds d'usure qui est une réponse qu'on souhaite mettre en place pour mieux accompagner les agents parce que dans la fonction publique territoriale, on les garde jusqu'à la retraite. Et donc, c'est vrai que c'est des carrières plus longues et il est important de pouvoir donner des signes de soutien aussi à ces agents et ça passe par la prévoyance. Ça passe aussi, on l'a vu, par les déroulés de carrière un peu plus dynamiques, par des accompagnements à ces deuxièmes parties de carrière qui sont importants. On a une moyenne d'âge plus élevée dans la fonction publique territoriale que dans les autres fonctions publiques. Et donc, c'est important de pouvoir... un agent qui est à mi-traitement quand c'est une ATSEM, un agent de voirie et qui gagne 700 ou 750 € par mois, c'est la dégringolade sociale. C'est important de pouvoir compenser ça. Et c'est ce on se doit collectivement de le faire. Ça a été négocié dans le cadre de cet accord. Très bien. Ça me permet déjà de vous féliciter pour tout le travail qui a été fait auparavant et cet accord qui a été trouvé. Vous dire que je souhaite qu'on puisse aller de l'avant sur ce sujet-là. Il y a besoin d'une transcription législative sur le sujet. Je souhaite qu'elle arrive le plus vite possible. Et on essaye de voir actuellement, soit à travers une proposition de loi portée par les parlementaires, peut-être par les sénateurs, ça peut être un sujet pour la faire prospérer, ou sinon à travers un projet de loi en fonction du calendrier parlementaire et du débouché. Mais je suis sûr que sur ce sujet, même malgré les soubresauts au Parlement et les difficultés politiques du moment au Parlement, je suis sûr que sur ce sujet, on est capable d'avoir un bel accord et un beau consensus politique pour avancer et aller de l'avant. En tout cas, moi, j'y suis favorable. Et donc, on travaille ardemment à la rédaction et à la transcription législative de ce sujet. Ça me permet à nouveau de vous féliciter sur cette question, de vous dire qu'on souhaite avancer avec vous, bien sûr. Merci. Et si on veut demain qu'il y ait de plus en plus d'accords collectifs nationaux, il faudra qu'on trouve des systèmes qui automatisent aussi le fruit du dialogue social pour qu'on n'ait pas forcément à attendre 1 an, 2 ans, 3 ans, des accords qui doivent passer par la loi. L'employeur territorial, quand il négocie avec les organisations syndicales, on doit trouver les mécanismes de transcription peut-être un petit peu plus efficaces. Merci pour votre animation, merci pour votre présence et vos remarques et merci à toutes et à tous. Désolé de devoir m'éclipser, mais c'est un vrai bonheur de pouvoir échanger avec vous. Je suis très heureux d'avoir pu échanger avec vous. Merci beaucoup. Merci à vous, monsieur le ministre. Nous, on va continuer sur les 2-3 questions. Voilà, nous on va continuer essayer. encore un tout petit peu. Merci et on a bien compris que vous nous donnez rendez-vous très vite. On reprend peut-être la question... des conditions de travail, puisque la protection sociale complémentaire s'inscrivait aussi là-dedans. On va les faire pareil très rapidement. Pourquoi nous sommes des employeurs singuliers? Parce que ça aussi,
On parle de fonction publique spécifique, mais les employeurs que nous sommes, nous avons quand même pas mal de caractéristiques différentes des autres employeurs publics et des employeurs privés. Et je pense qu'il était important de pouvoir le souligner dans ce cadre-là. Alors oui, nous garantissons les droits maladie de nos agents. C'est effectivement un élément spécifique. C'est toute la question de la... Oui, pour les titulaires. C'est toute la question aujourd'hui du travail que nous avons fait sur la protection sociale dans son ensemble et les questions aujourd'hui de qui paye quoi, et notamment les employeurs. Nous organisons aussi les services, effectivement, quand les agents sont indisponibles. Nous agissons sur la sinistralité. C'est tout le travail qui a été fait aussi sur la protection sociale complémentaire et aussi tout le travail que nous avons mis en place pour la pénibilité et la prise en compte de l'usure professionnelle qui aujourd'hui n'a pas d'aboutissement au niveau du gouvernement. Et c'est nous aussi qui gérons le risque santé en auto-assurance, puisque vous le savez, nous devons reverser le maintien de salaire à nos agents. C'est un vrai sujet aussi. Il me semblait important de pouvoir vous le rappeler. Il y a la question aussi de la sécurité de nos agents, hein, avec le document unique. Et puis, alors j'espère que vous l'avez tous mis en place et que vous pensez surtout à le remettre à jour. La question là-dessus est aussi prégnante. Je sais qu'il y a beaucoup de demandes d'appui et d'accompagnement dans ce cadre-là. Vous me rassurez, messieurs, dames. Ça montre bien que les employeurs territoriaux sont responsables. Bravo à vous. Je pense que c'est important. Vous m'excuserez de passer vite. Donc voilà un petit schéma aussi qui rappelle que voilà, d'abord des agents techniques, un peu d'administratif, donc on n'est pas trop dans la bureaucratie hein, quand même. L'animation de la culture du médico-social, sport, police municipale, sapeurs-pompiers, 75% de fonctionnaires, 25% de contractuels. Et surtout, une question importante, on parle beaucoup de responsabilités. Les nôtres, en tant que maire employeur, sont importantes. Et la question là, c'est carton plein, Muriel. Carton plein. Oui, bah, magnifique. La question effectivement du document unique, et si je vous parlais effectivement de sa mise à jour, c'est que derrière, s'il y a un accident du travail ou d'autres, eh ben, c'est votre responsabilité pénale qui est mise en cause. Bravo. Bravo. Donc on rappelle, je ne sais pas si Emmanuel veut dire encore quelques mots, mais il y a demain un point info sur la prévoyance obligatoire, justement sur comment demain mettre en place cette assurance pour les risques maladie et la prévoyance. Ce sera animé par Christophe Jacobi, ici présent. Donc si vous avez des questions techniques par rapport à ça, des questions de mise en preuve, eh bien, c'est Christophe qui tentera de vous répondre sur ce sujet qui était complexe. Je ne sais pas s'il y a peut-être, avant du mot de la fin, dans les 5 minutes, peut-être encore des interventions, des questionnements, des points de discussion que vous souhaitez voir. Vous pouvez y aller, hein, des remarques. Ouais. Le ministre est parti, donc je blague, bien sûr. Allez-y, monsieur. Oui, bonjour. Pierre Poulet, je suis maire d'une petite commune de 600 habitants, vice-président RH et finances de l'agglomération, 35 000 habitants. On gère avec la commune des services mutualisés. Au total, c'est 800 agents. Alors, je ne reviendrai pas sur tout ce qu'on a dit au niveau de l'attractivité, la fidélisation. Bon, on sait comment il faut faire. Hein. Si on veut garder un agent, on lui met du RIFSEP, quoi. Parce qu'on ne peut pas agir sur l'indiciaire. On en a peu parlé, mais c'est ça, c'est une réponse. Alors, ma première remarque concerne la différenciation entre les titulaires et les contractuels, notamment vis-à-vis de la retraite. Les contractuels ont droit à la totalité du salaire brut, alors que... Non, les contractuels ont droit à la totalité du salaire brut, alors que les fonctionnaires, c'est uniquement sur la partie indiciaire et la NBI. On a déjà une différenciation. Il ne faut pas s'étonner qu'après, on ait des agents qui n'ont pas envie de passer le concours. Ils préfèrent être CDI, surtout qu'en plus, par arrêté, on peut les faire évoluer comme on veut. Rôle des
des centres de gestion, à un moment donné, on se pose la question. Nous, on a un véritable souci, c'est justement au niveau des promotions. Et on voudrait on a mis nos parlementaires sur le coup. Nos petites collectivités, si on les prend séparément, je vois par exemple la communauté d'Aglo, on a 250 agents, dont à peu près 170 titulaires. Donc, on dépend des centres de gestion. Et puis, on a à l'intérieur, on a des services mutualisés. Donc moi, par exemple, on a pris le DGS sur notre communauté d'Aglo, et puis on a des directeurs qui sont sur la ville-centre. Et on estime à un moment donné, avec mon collègue Thomas, on n'est pas équitable. Donc ce qui serait bien, c'est qu'à un moment donné, on se pose la question, on disait tout à l'heure, il y a des freins juridiques. Mais les freins juridiques, est-ce qu'on ne pourrait pas à un moment donné dire, sur ces communautés de communes ou d'agglos avec une ville-centre, il ne faut pas qu'on dise qu'il n'y a qu'une collectivité, il faut prendre l'ensemble de la collectivité, puis dire, on dépasse le seuil des 300 ou 350 titulaires, et on fait nos avancements et nos promotions en global. Parce qu'autrement, c'est vrai, selon en plus, on sait les règles qui sont établies. Si vous êtes dans le culturel, vous avez des promotions qui sont beaucoup plus faciles. Quand vous êtes dans la filière administrative, faut ramer, quoi. Ouais, tout est histoire de seuil, effectivement. Je ne sais pas si c'est partagé par d'autres collègues qui sont comme ça sur des collectivités un peu importantes. Mais nous, ça nous pose des problèmes. Quand on est obligé de faire une promotion, on se dit, ouais. Alors, selon où on est, moi dans la communauté d'Aglo, je ne peux pas faire une promotion comme je veux. Et puis, quand on est avec la commune centre, qui, elle, a sa propre CAP, c'est beaucoup plus simple. Alors, on est toujours obligé de dire, en fait, quand on recrute, où est-ce qu'on met la personne? Parce que c'est un service partagé. C'est délicat. C'est délicat parce qu'on essaye d'avoir des politiques communes, parce qu'on ne veut pas qu'on est tous dans les mêmes bâtiments, etc. On veut que les gens puissent passer d'une collectivité à l'autre. Mais sur ce point des promotions et des avancements, on n'est pas équitable. Voilà. Ok. Alors, juste, je vais essayer en 30 secondes. Question statutaire contractuelle. Vous mettez, chers collègues, le doigt où effectivement, aujourd'hui, il y a une incompréhension, puisque nous avons deux systèmes qui cohabitent et qui sont du coup en différence totale. Aujourd'hui, on l'a encore évoqué tout à l'heure, on a aussi des fonctionnaires statutaires qui démissionnent pour être contractuels. Donc il y a un vrai sujet, un enjeu là-dessus, sur lequel les employeurs territoriaux se sont saisis. Et l'objectif aujourd'hui, c'est de mettre en œuvre en fait un système statutaire assoupli, et donc d'assouplir aussi les règles de gestion, les règles de promotion, les règles de management que nous pouvons avoir en tant que maire, c'est-à-dire nous permettre de pouvoir encourager nos agents publics à progresser. Voilà ce que nous demandons, et de mettre en place un système contractuel qui est un appui, un accompagnement, parce qu'on en a besoin aussi, mais il faut que ça vienne en complémentarité, mais que ça ne vienne pas en dissonance, ou en tout cas freiner le statut. C'est là le sujet aujourd'hui principal aussi, qui fait partie de nos travaux. Vous êtes nombreux à faire cette remarque, et effectivement, il faut qu'on s'en saisisse. Moi, simplement, conclusion très, très rapide, engagés. Voilà comment vous considérez aujourd'hui vos agents publics. Ils sont engagés parce qu'ils sont engagés à nos côtés. Ils sont engagés comme nous, élus locaux, nous sommes engagés. Le travail va être encore extrêmement long. Vous l'avez vu, nous avons des attentes en la matière. Nous avons des propositions sur la table aujourd'hui qui nécessitent effectivement à la fois de travailler sur l'attractivité, à la fois de travailler aussi sur qui fait la norme et avec qui. Je pense que ça a été rappelé, dialogue social avec nos organisations syndicales, bien sûr, mais dialogue social avec l'État, c'est extrêmement important. Nous avons aussi besoin, parce qu'on ne l'a pas évoqué, mais la question de la CNRACL, nous ne l'oublions pas. Elle n'apparaît pas là, mais aujourd'hui, on continue de travailler pour faire en sorte que la vraie solution, ou en tout cas une des solutions, au-delà de l'augmentation du point qui pèse sur nos budgets, c'est la question de la compensation. Il y a de nombreux sujets que nous avons pu débattre avec le ministre. Il y a de nombreux sujets que la coordination, de manière collective, travaille de manière collaborative pour continuer à améliorer notre fonction publique territoriale. Un seul mot d'ordre qui sera ma conclusion avant de laisser Johan faire la sienne, c'est que je pense que plus que jamais, on rappelle que oui, les communes, heureusement,
Oui, les maires, heureusement, et heureusement que nous avons à nos côtés ces agents publics engagés, investis, disponibles, professionnels, heureux quand même, qui s'adaptent, qui sont consciencieux, efficients. Donc finalement, que du positif qu'il va falloir continuer à travailler encore et encore et encore. Et vous pouvez compter sur l'Association des maires de France pour ce faire. Merci à tous d'avoir participé à cela. Johan. Eh ben c'est tout. Juste un mot de conclusion. La fonction publique territoriale n'est pas à vendre. Elle a de beaux jours devant elle. Merci à vous.